Je suis là pour une approche beaucoup plus générale de la question arménienne, en introduction en fait à la présentation de Janine Altounian. Tout le monde entend parler de génocide des Arméniens, tout le monde sait qu'il y a eu un génocide des Arméniens, mais il est quand même bon, étant donné le caractère assez particulier de cette question historique, de la résumer. C'est donc un propos beaucoup plus général et connu évidemment par un grand nombre de personnes, en particulier des Arméniens, que je vais tenir. Qui sont les Arméniens? Les Arméniens sont un très vieux peuple qui s'est installé dans une région montagneuse qui est à l'est de l'Anatolie, au sud du Caucase, au 8e siècle avant Jésus-Christ, sur les ruines du royaume de l'Urartu. S'ils ont pu survivre jusqu'à notre époque contemporaine, c'est pour un certain nombre de choix qu'on fait à travers les vicissitudes des occupations multiples, les Arméniens. Le premier choix est celui en 301 du christianisme, c'est le premier peuple à avoir adopté le christianisme. Le second est celui d'un alphabet à la fin du IVe siècle, qui leur a permis de disposer d'une langue originale, très riche et permettant d'ailleurs de mieux connaître dans les monastères les textes latins et grecs. Le troisième choix est un peu accidentel puisqu'il n'était pas présent au concile de Chalcédoine en 472 et qu'il se trouve maintenir une position d'église monophysite très spéciale que l'on appelle l'Église apostolique et qui est en rupture avec Rome. Le peuple arménien survit aux occupations arabes, maintient des royaumes, ces royaumes sont plus ou moins divisés, et puis vient l'arrivée des Turcs seldjoukides à la fin du XIe siècle. Alors une partie du peuple arménien se déplace autour de la Méditerranée, dans la région de la Cilicie, où ils entretiendront des relations assez étroites avec les croisés, c'est un des accidents de l'histoire, une des opportunités, et l'essentiel est de comprendre que, après la chute de Byzance, les Arméniens vont appartenir à l'Empire ottoman. Ils vont se disposer de part et d'autre, en fait, de la frontière entre l'Empire ottoman et la Perse, donc c'est des Arméniens ottomans dont je vais parler. L'Empire ottoman est un empire multiethnique et multiconfessionnel qui maintient ses sujets non musulmans dans un état de seconde zone, dans une situation où, s'ils sont théoriquement protégés par le sultan, ils le paient par de lourdes charges. On les appelle les dhimmis, donc les protégés, et ils vont, sous cette condition, disposer d'un certain nombre de libertés culturelles, mais surtout religieuses. Et l'Empire ottoman va connaître une croissance progressive jusqu'à son apogée au XVIe siècle, maintenir une stabilité au XVIIe siècle et commencer un déclin à partir du XVIIIe siècle et surtout de la fin du XVIIIe siècle. C'est alors que les puissances européennes vont commencer à s'intéresser à ce que l'on appellera au XIXe siècle l'homme malade de l'Europe et prévoir la chute de l'Empire et surtout les bénéfices qu'il pourrait en tirer, avec évidemment deux situations différentes. Les deux empires proches, l'Empire tsariste et l'Empire autrichien puis austro-hongrois, vont se trouver désirer des territoires, tandis que la France et l'Angleterre vont préserver leurs relations, leurs liens commerciaux. À travers cette situation du XIXe siècle, les populations minoritaires, justement de cette perversion en quelque sorte de la politique de l'Empire ottoman, vont se trouver de plus en plus opprimées et demander des réformes. Les puissances vont augmenter cette demande de réforme et obtenir donc du sultan un certain nombre d'accords. Mais les Arméniens ne voient pas venir les réformes et, à l'occasion des nombreuses guerres entre l'Empire tsariste et l'Empire ottoman, ils se présentent en 1878 à la conférence de Berlin
pour demander directement, non plus aux sultans, mais directement aux puissances, c'est l'application de ces réformes. Et c'est à ce moment que tout bascule, dans la mesure où ce que l'on appelait la nation fidèle va devenir une nation menacée, menaçante pour un empire ottoman dont le déclin ne va faire que s'accélérer. Nation fidèle qui va voir donc les applications, les promesses, les engagements pris par l'Empire ottoman après la conférence de Berlin, après la paix de traité de Berlin, non respectés, et pour montrer véritablement que le sultan ne tient absolument pas à appliquer ces réformes, il va multiplier les pressions et en particulier les persécutions à l'égard des Arméniens qui sont massacrés largement dans les provinces orientales en particulier, mais aussi dans la capitale Constantinople en 1895-1896. Les massacres ont commencé en 1994. Environ 200 000 Arméniens sont assassinés. L'Europe le sait. Les États-Unis même le savent, tout le monde proteste, les massacres arméniens font partie du rituel des protestations à l'égard de l'Empire ottoman et tout le monde s'en indigne. C'est une période d'ailleurs où la question arménienne se couple avec la période de l'affaire Dreyfus en France. Donc, le nationalisme arménien, un certain nationalisme arménien, est en train de naître sous forme de mouvement révolutionnaire arménien, mais parallèlement, un mouvement d'opposition à l'Empire ottoman se développe. C'est le nationalisme turc, dernier venu d'ailleurs des nationalismes des Balkans, qui ont abouti ces nationalismes à bien des indépendances dans les Balkans, et ces nationalistes turcs vont d'ailleurs se copier un peu et s'associer à certains mouvements nationalistes arméniens dans les années de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Mais le Comité Union et Progrès, qui a été formé en Turquie, mais aussi, enfin dans l'Empire ottoman, mais aussi à l'extérieur, en Russie et en France et en Suisse, va prendre le pouvoir très indirectement et très progressivement de 1908 à 1913 à travers une accélération très rapide du déclin de l'Empire ottoman. Le Comité Union et Progrès promet, et c'est pour cela que l'Europe les soutient, on les appelle les jeunes Turcs, promet une démocratie, un ottomanisme, c'est-à-dire le respect de toutes les différences à l'intérieur de l'Empire. Mais en fait, l'idéologie de base est un turquisme qui peut se résumer en une phrase, la Turquie aux Turcs. Donc à l'intérieur de l'Empire naît véritablement une identité, plus ou moins fabriquée d'ailleurs, car les Ottomans n'ont pas revendiqué jusqu'alors vraiment cette identité turque, une identité qui va être renforcée par l'apport d'émigrés venus de Russie, de musulmans venus de Russie, en particulier d'ailleurs d'Azerbaïdjan et de Crimée. C'est donc progressivement de 1908 à 1913, à travers une précipitation de la perte de territoire de l'Empire ottoman, perte de territoire bien entendu les derniers territoires africains en Tripolitaine, mais surtout dans les Balkans, à travers les annexions de la Bosnie-Herzégovine, l'indépendance de la Bulgarie et surtout, élément déterminant les deux guerres balkaniques, que l'ottomanisme va disparaître et se transformer en turquisme, et même au-delà en panturquisme. Le panturquisme est une idéologie qui prévoit la réunion des Turcs d'Europe, d'Asie, je veux dire des Turcs d'Asie, et essentiellement d'Azerbaïdjan et des populations russes de l'Empire en Asie centrale, mais d'origine turque. Il y a même une idéologie un peu délirante qui est le pantouranisme, qui évoque à l'origine un peuple mythique, Touran, un personnage mythique Touran, qui est opposé à Arya, donc une véritable division du monde entre les Ariens et les Touraniens. Mais ce qui est important, c'est que lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Allemagne fait véritablement une pression de plus en plus grande sur
l'Empire ottoman pour qu'il entre en guerre à ses côtés, car le but est évidemment de séparer les deux fronts. Si l'Empire ottoman entre en guerre et si la Bulgarie, comme elle le fera, entre en guerre, la Russie est complètement isolée. On a séparé les deux moitiés de l'entente. Donc, l'Empire ottoman entre en guerre le 1er novembre 1914. Et à ce moment-là, le projet panturquiste devient une priorité. Le ministre de la guerre, Enver Pacha, va se lancer sur le front caucasien au mépris de toute connaissance logistique dans l'hiver arménien, dans l'hiver caucasien, et sacrifier sa troisième armée, non pas tant dans des combats que dans une destruction simple par les faits de l'hiver. Donc destruction de la troisième armée ottomane, l'une des plus importantes, et il faut bien trouver un bouc émissaire. Les Arméniens n'y sont pour rien, mais ils vont devenir de plus en plus responsables de toutes les défaites ottomanes. En effet, sur le front oriental du Caucase, sur le front donc avec l'Empire ottoman et la Russie, et plus au sud avec la Perse, il y avait évidemment des situations difficiles pour les populations arméniennes qui étaient déjà très menacées, très persécutées par les réquisitions, par les violences, mais l'essentiel se passe à l'intérieur du comité Union et Progrès, où l'on comprend que si les mouvements nationalistes arméniens jusqu'alors avaient demandé tout au plus l'autonomie, parfois seulement des réformes, mais l'autonomie, mais n'avaient jamais parlé d'indépendance, comme tous les mouvements nationalistes des Balkans avaient abouti à une indépendance, les jeunes Turcs se disent, à juste titre d'ailleurs, que s'ils perdent la guerre, il va y avoir une indépendance de l'Arménie aux dépens de leurs provinces orientales. C'est donc dans ce contexte que, probablement à la fin mars 1915, se décide au sein du comité central du comité Union et Progrès 10 personnes, se décide à la majorité l'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman. Cette extermination, évidemment, on ne la trouve pas sur le papier. Elle est évidente maintenant que l'on a des tonnes de documents qui viennent à la fois des archives des ministères des Affaires étrangères de l'Entente ou des pays neutres, ou bien entendu surtout d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, à la fois des témoignages et à la fois d'une documentation turque qui, en dépit d'une censure assez forte, est assez abondante. Donc cette documentation permet de dire de façon indiscutable qu'il s'agit d'un programme préétabli de destruction d'un groupe humain, d'une part substantielle, je m'expliquerai sur cette notion plus tard, d'un groupe humain dont les membres sont tués en fonction de leur appartenance. Car on va savoir dès le mois de mai 1915 qu'à travers l'Empire ottoman, les Arméniens n'ont plus le droit de vivre, d'exister. Cette décision est prise dans un contexte d'organisation très précise, puisque avait été préparée une organisation spéciale, vieille structure d'espionnage dépendant du ministère de la Guerre, qui est transférée au ministère de l'Intérieur et qui a pour fonction de structurer la destruction des Arméniens, en tout cas leur extirpation, leur déracinement. Décision prise probablement à la fin mars 1915, comme on s'en doute d'après les agendas et en particulier le déplacement du chef de l'organisation spéciale à Erzurum, Behaddin Shakir, décision qui va être à la recherche en quelque sorte d'une étincelle, d'une occasion que l'on fabrique après une révolte à Van dans la partie sud-orientale de l'Anatolie, où le front russe s'approche et où le Vali, le gouverneur de Van, a organisé une destruction déjà des Arméniens de la ville, mais ceux-ci se sont tranchés et dans un mouvement d'autodéfense, comme l'autodéfense d'un ghetto, vont essayer de résister. Ils seront d'ailleurs sauvés par une avancée rapide de l'armée russe. Ce seront quelques-uns seulement des groupes qui seront sauvés. Donc,
On exploite cette révolte de Vannes pour décider le 24 avril 1915, les 24 et 25 avril 1915, un samedi et un dimanche, à Constantinople, de l'arrestation de non seulement les intellectuels, les hommes politiques, mais aussi toutes les personnes importantes de l'économie arménienne, et environ 1 millier de personnes qui seront ensuite déportées, dont la plupart vont disparaître. Donc ce 24 avril 1915 symbolise maintenant pour les Arméniens le jour anniversaire du génocide. Le génocide va se faire en 3 étapes. La première étape, qui est véritablement le but de la destruction des Arméniens, c'est le déracinement des Arméniens des 7 provinces orientales de l'Anatolie orientale, c'est-à-dire des provinces qui sont proches du front pour certaines, plus éloignées pour d'autres, mais qui sont en majorité dans certains endroits, et en tout cas en forte minorité, occupées par les Arméniens. Ces provinces sont, je ne sais pas si on voit la carte, les provinces de Van et de Bitlis sur le front, au nord d'Erzurum et de Trébizonde, et beaucoup plus loin, au sud de Diyarbakir et Karpout et Sivas à l'intérieur. Le prétexte est bien entendu que l'on va déplacer des populations qui pourraient collaborer avec les Russes, mais en fait, quand on examine ce qui se passe, et on le sait maintenant de façon très précise, et on le sait presque immédiatement, car il y a des dépêches envoyées par les diplomates allemands d'ailleurs, autrichiens, américains bien entendu, qui confirment que le gouvernement ottoman a décidé de se débarrasser des Arméniens, de les exterminer. Le mot Vernichtung apparaît dans les dépêches allemandes. Donc, cette destruction des Arméniens, ce déracinement des Arméniens va se produire de 2 manières. Plus on est près du front, alors qu'on aurait dû déporter en théorie les Arméniens, plus on les détruit, on les tue. À Van, l'avancée permet qu'une partie des Arméniens, grâce à l'avance russe, vont pouvoir être épargnés, mais dans le vilayet de Bitlis, c'est la totalité des Arméniens qui est détruite. Dans les autres provinces, les autres vilayets, la situation est assez différente dans la mesure où on observe une association, si je puis dire, entre extermination et déportation. Les répartitions de population, environ 1 million d'Arméniens dans les 7 vilayets, font qu'il y a de nombreux villages qui sont presque totalement des villages identifiés, d'Arméniens ou de Chaldéens ou d'autres chrétiens ou des villages turcs. Donc on sait quels sont les villages arméniens. Dans l'ensemble, ces villages sont totalement détruits en totalité. On tue du vieillard, du pope à l'enfant, en passant par les femmes, et derrière, évidemment, le pillage s'organise. Mais il en va différemment dans les villes, où est affiché un ordre de déportation. Et le processus est identique dans des centaines d'endroits, ce qui permet de parler de façon indiscutable d'organisation, de planification de la destruction des Arméniens. Planification, et l'on sait justement, on apprendra justement au moment des procès de Constantinople qu'il existe une organisation spéciale, qu'elle a